On est absolument ravis de vous accueillir. On avait un peu peur qu'à 17h, tout le monde soit reparti, mais non, vous êtes tous là au rendez-vous de l'éco-conception. Je suis Laurence Bagot, je suis présidente de la fédération XPO. La fédération XPO, c'est une fédération qui a été créée en 2019. C'est la fédération des concepteurs d'exposition. C'est une fédération qui rassemble aujourd'hui 10 associations professionnelles avec beaucoup de métiers de l'écosystème représentés. Donc les muséographes qui ont 2 associations, les scénographes qui ont 2 associations, les concepteurs lumière avec leur association ACE, les producteurs numériques, les designers, tout est écrit sur notre site, donc vous pourrez aller voir, les designers, les conservateurs préventeurs, les documentalistes recherchistes d'images, les agenceurs. J'espère que j'oublie personne. Voilà. On rassemble aussi des entreprises partenaires et des entreprises bienfaitrices, notamment le CITEM et le groupe Beaux-Arts, qu'on remercie immensément de nous inviter pour la 4e fois au CITEM et de nous avoir alloué un très bel espace dans le grand hall où on a été ravis de vous accueillir pendant 2 jours. L'an dernier, alors on représente 500 professionnels. L'an dernier, on était là et on s'est dit, en 2024, on sera à nouveau là. Et cette fois, on aura notre manifeste de l'éco-conception. Donc, ça nous paraissait très loin, mais en fait, ça va très vite, 1 an. Et on est là aujourd'hui pour vous présenter le manifeste de l'éco-conception rédigé par peut-être pas les 500 professionnels, mais en tout cas, ça a été un travail hyper collaboratif, notamment avec, après une journée professionnelle fin novembre, où on était 70 et où il y a eu un atelier de, je sais pas, certains disent 45, d'autres disent 60 personnes, mais d'intelligence collective pour dire qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble avec tous les métiers qu'on représente pour être plus responsable, durable, social dans nos métiers. Ça a donné les tableaux de post-it que certains ont vus. À partir de là, Thibaut va vous raconter la genèse. On a travaillé pendant 6 mois pour écrire ce manifeste. Je dois dire que l'éco-conception, ça paraît très lourd, ça paraît une contrainte de plus, mais ce qu'on a remarqué dans notre groupe, dans tous les ateliers qu'on a fait là, c'est que ça représente quelque part une chance, parce que tout le monde est pour. Personne ne sait comment s'y prendre, mais tout le monde est pour, et ça traverse tous nos métiers, donc il faut qu'on parle ensemble, et ça nous rend meilleurs quelque part. C'est un peu bébête de dire ça, mais c'est vrai. Et chaque réunion, et pourtant on les faisait à 8h du matin ou à 19h le soir, certains étaient dans le TGV, d'autres étaient à l'hôtel, etc. Chaque réunion était l'occasion d'échanges assez extraordinaires et assez fructueux. Voilà. Le manifeste, c'est un début, on va en parler en fin de conférence. C'est pas du tout un dogme, c'est plus un socle de conversation. Mais je laisse Thibaut vous raconter la genèse de ce manifeste et on va passer 2 slides suivantes parce que je crois qu'on a sauté ma slide. Bien, bonjour à tous, merci d'être si nombreux ici. Pour vous raconter l'objectif aussi du manifeste, c'est de l'intelligence collective. Ça, c'est ce que l'intelligence artificielle ne pourra pas réussir à produire. Donc aujourd'hui, ce manifeste, il est vraiment créé conjointement avec tous les membres d'XPO, de tous les métiers du secteur de l'exposition qui sont rassemblés ici. Et il vient du manifeste que l'UDS, l'Union des scénographes, dont je suis président, a été porteur. On avait rédigé le manifeste de l'éco-scénographie il y a 2 ans déjà maintenant, qui a été traduit en 3 langues, en anglais, en italien et en espagnol, qui est gratuit et accessible aussi sur notre site internet. Et à l'issue de quoi, on a porté ce projet aussi au sein de l'exposition en disant on a ce manifeste sur la scénographie, mais aujourd'hui on peut le porter, on peut aller beaucoup plus loin que rester sectoriel sur la scénographie et répondre à tous les différents enjeux de l'exposition et de toutes les chaînes de métiers. On m'entend pas, faut que je parle plus fort.
Je vais essayer de parler le plus fort. Je vais venir par ici. Et donc, ce manifeste, en partant du document de l'UDS, qui a été un peu le document martyr, qui était justement le point de base de travail pour tout le monde et pour que tout le monde comprenne le point de réflexion qui était déjà amené par l'Union des scénographes. Il a été un peu trituré dans tous les sens. Il en reste plus grand-chose au final pour le manifeste de l'éco-conception l'éco-conception des expositions permanentes et temporaires, parce qu'on voulait pas justement s'arrêter aussi à une branche de section et de comprendre que une expo temporaire qui dure, ça devient une expo permanente aussi. Donc comprendre aussi tous les enjeux, tout le vocabulaire que ça implique, et ces 50 préconisations que l'on porte, parce qu'on sait aussi que le ministère de la Culture est aussi très sensible à ces enjeux-là également. Donc l'objectif était de faire réunir tout le monde. Donc on a fait des chantiers et de nombreuses réunions de travail. Donc on a fait une première réunion collaborative et participative. Donc vous avez vu, certains, je vous invite à aller voir les panneaux qui sont accrochés à côté de notre stand, où on voit tous les post-it, où justement on a invité tout le monde à collaborer, à apporter ses initiatives, ses idées, ses questionnements, ses freins, ses obstacles, ses objectifs, ses volontés. Enfin, on a essayé vraiment d'avoir un panel et un point de vue un panorama de compréhension de tous les différents enjeux de la filière. À l'issue de quoi on a essayé de rétablir, on a refait des réunions en plus petits groupes à partir de ces documents-là qu'on a synthétisés. On a refait de nombreuses réunions également tous ensemble pour essayer de comprendre et de formuler des propositions. Et on l'a fait à partir aussi de la compréhension du cycle de vie de l'exposition. Donc c'est là où vous allez voir aussi une roue et on va vous le représenter un peu étape par étape et de comprendre justement comment l'éco-conception, ça s'inscrit dans un cycle de vie et qu'une idée dès le départ, dès l'amont du projet, ça implique la fin de vie de l'exposition. Et ça, quand on dit fin de vie, c'est l'autre vie. Peut-être, enfin comment ça évolue, mais que chaque décision, que chaque métier, à son échelle, peut faire évoluer, peut faire avancer les choses, sans même forcément attendre d'un pouvoir politique ou des actions d'une hiérarchie. C'est que chaque métier, à chaque action, chaque mot peut porter, et chaque décision qui est mise dès le départ a une influence sur toute la chaîne du cycle de vie de l'exposition. Donc voilà, on va peut-être commencer par le point premier justement du cycle. Alors, effectivement, bonjour à tout le monde. Je suis Fanny Legros, la fondatrice de Carbon Prod et Plint. Chez Carbon Prod, on fait de l'analyse de cycle de vie. Ah, il faut que je parle plus fort. Alors, désolé pour ceux qui ont des oreillettes, je vais parler fort. On fait de l'analyse de cycle de vie donc pour le secteur de la culture. On fait du réemploi pour le secteur de la culture aussi. Ok. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, désolé. Et nous, on a rejoint les XPO en novembre, oui, je crois. Et on était aussi très heureux de participer à ce manifeste. On pense que l'intelligence collective, comme l'a dit Thibaut, c'est extrêmement important. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Alors peut-être qu'on peut repartir sur une définition de l'éco-conception pour ceux qui n'auraient pas la définition. L'éco-conception, c'est vraiment comment on va réduire les impacts environnementaux sur chaque étape du cycle de vie. Le cycle de vie, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est un point de départ et un objectif et un point d'arrivée. Et donc, l'idée d'un cycle de vie, c'est de pouvoir regarder un projet tout au long de sa vie, donc de sa conception jusqu'au moment où il n'aura entre guillemets plus de vie, où il sera démonté pour l'exposition temporaire par exemple, pour l'exposition permanente aussi. Mais globalement, voilà, l'idée c'est d'avoir ce schéma en tête à chaque fois que vous allez produire quelque chose. C'est vraiment l'intérêt de se redire ok, on consomme, on va concevoir, on va fabriquer, donc on va prendre des ressources, on va transporter ces éléments, on va les monter, ils vont avoir un usage dans l'exposition. Et à un moment donné, on va les exploiter, il va y avoir une maintenance peut-être. Et donc l'idée de ce cycle, c'est vraiment vous allez le revoir après, voilà, avec mes chers collègues, chacun va pouvoir rentrer dans le sujet du cycle de vie, mais vraiment, c'est le point d'entrée pour moi de l'éco-conception. Si on ne repasse pas par le cycle de vie, à un moment donné, on loupe une étape et là, ça fonctionne pas. Et du coup, je laisse la suite pour les explications plus définitives sur le cycle de vie.
Donc bonjour à tous, je suis Stéphanie Liquès, je suis vice-présidente de l'association Imprévu. Et l'association Imprévu, c'est effectivement un groupement de professionnels qui a pour vocation d'accompagner les projets et la conservation des collections. Et on a fait le choix l'année dernière de rejoindre je me tourne plutôt par là, de rejoindre XPO parce que dans la même dynamique, finalement, ça rejoint la même problématique, c'est-à-dire que intégrer l'éco-conception ou intégrer aussi la prise en compte des collections, pour nous, c'était essentiel d'intégrer ce collectif pour que on partage nos besoins respectifs, nos contraintes techniques, etc. Donc, effectivement, moi, je vais parler de la première phase, l'expression des besoins, parce que c'est à partir de là que tout commence. Et comme le disait Thibaut, l'expression des besoins, elle émane de l'institution, du porteur de projet, et elle déclenche derrière tout un faisceau, tout un système qui va se mettre en place. Et aujourd'hui, même s'il y a déjà des expériences qui sont déjà mises en place sur l'éco-conception, il nous semble qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont encore à stabiliser. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Effectivement, intégrer une philosophie d'éco-conception dès la phase de définition des besoins. Ça veut dire qu'au même titre qu'on a des chefs de projet, commissaire d'exposition, il faut pouvoir aussi avoir un référent éco-conception qui accompagne la démarche et qui pose les questions au sein de l'institution, même les questions qui peuvent fâcher. C'est-à-dire en quoi le projet de cette exposition, elle a un sens pour l'institution et quel est le sens même que l'institution donne à ce projet dans sa relation au public. De là, doit aussi justement émerger à partir de quel type de collection. Est-ce que ce sont les nôtres? Est-ce qu'on va faire appel à des prêts, des dépôts? Est-ce que ça engendre derrière? Et quel type de dispositifs de médiation ensuite vont être mobilisés? Donc c'est vraiment à partir de là le point de départ, en fait, où tout s'enclenche sur l'ensemble des faisceaux de contraintes, et c'est vraiment essentiel d'avoir une démarche de collaboratif aussi, de collectif, parce qu'il n'y a pas un profil métier qui va pouvoir à lui seul anticiper et préparer les étapes d'après. Donc il y a la partie interne, les équipes des institutions, mais il y a aussi les différents professionnels qui peuvent accompagner, appuyer ces choix et ces différentes dimensions. Donc c'est des éléments qui sont essentiels. Alors on a mis dans cette première phase un certain nombre aussi, effectivement vous pouvez les lire, de grands principes, mais pour ma part je pense qu'un des sujets importants c'est aussi de se re-questionner sur la place de l'exposition dans la dynamique de l'institution et comment elles sont utiles et elles jouent un rôle aussi dans l'approche sociale de l'exposition. Je vais passer la main après, c'est à la deuxième phase de ce cycle de vie de l'exposition. C'est bon là ? Bonjour, je suis Adeline Rispa, je suis vice-présidente de la fédération XPO. Je veux vous parler du deuxième point, qui est le point un peu critique. C'est le point lors duquel le maître d'ouvrage exprime ses besoins aux entreprises qui vont... Pardon, vous n'avez pas d'écouteur. Aux entreprises qui vont répondre à l'appel d'offres. Donc c'est un moment extrêmement important. Évidemment, les besoins en termes environnementaux doivent être exprimés d'une manière très claire. Plus ils sont ambitieux, plus on est content, parce que ça veut dire qu'on sait que toute la société se met en marche pour relever ces défis. Donc on ne peut qu'être heureux, même si pour nous ça impose un travail souvent énorme pour répondre à ces exigences. Il nous arrive même parfois d'être encore plus exigeants que la demande, mais encore une fois, on est dans le même bateau et donc c'est très important de bien formuler tout cela. La deuxième chose qui nous paraît très important, c'est que les équipes de la maîtrise d'ouvrage soient elles-mêmes sensibilisées et évidemment formées, pas que sensibilisées, mais bien formées à ces questions-là, afin qu'on ait des services juridiques, aux services financiers, à tous les services qui sont en charge
du montage de ces appels d'offres, mais après de leur analyse et de la passation des marchés, qui soient bien au fait de ce que toutes ces contraintes imposent aujourd'hui aux entreprises, de manière à avoir une commande vertueuse. On parle beaucoup de RSE, RSO. La RSO, c'est aussi bien traiter les entreprises qui vont répondre à tout cela et bien comprendre leurs besoins, leurs problématiques, leurs contraintes et leurs difficultés, le cas échéant. Et donc, le cadrage de cette commande va nous permettre, nous, d'y répondre de manière beaucoup plus précise. Après, évidemment, puisqu'on parle de cycle, dans le cycle, il y a un des mots clés, c'est le réemploi, l'upcycling, le surcyclage, c'est un mot qu'on utilise malheureusement en anglais. Et toutes ces questions-là font qu'on doit, dès la programmation, donc dès le cahier des charges, avoir toutes les informations qui concernent ces choses qu'on doit réutiliser, c'est-à-dire des mobiliers, des vitrines, des socles, je ne sais quoi. On doit avoir leurs dimensions, on doit avoir leurs photos, on doit avoir leurs caractéristiques techniques, on doit avoir leur stabilité au feu, puisque vous savez que les ERP, c'est des endroits qui peuvent brûler, n'est-ce pas? Et qu'il faut absolument se préoccuper de ces questions-là. Et donc, ce cahier des charges doit être instruit de toutes ces données, de manière à ce qu'on les intègre très tôt dans les réflexions. Si ces données viennent plus tard, il faudra recommencer le projet derrière pour pouvoir intégrer les données. Puisque notre façon de travailler est une façon qui agrège toutes les contraintes, et les solutions qu'on propose partent de cette agrégation des contraintes pour proposer quelque chose qui est au-delà de la simple résolution de toutes les contraintes, mais qui s'appelle un projet avec évidemment une part de grande créativité. Ensuite, il faut que le budget soit cohérent par rapport aux enjeux et à la demande, donc au niveau de la demande de problématiques, en fait de réponse environnementale, c'est-à-dire qu'il arrive que le budget travaux puisse être moindre parce qu'on va récupérer des choses, on va les recycler, mais le temps qu'on va passer nous à intégrer ces contraintes qui sont finalement encore plus complexes que si on dessine des choses sur une page blanche doit être aussi comptabilisé. Donc la budgétisation à l'appel d'offres doit être à la fois des honoraires et des travaux conformes à ce qui convient pour ces projets. C'est souvent, les budgets vont être moindres, mais les honoraires doivent être augmentés puisqu'on passe plus de temps dans toutes ces itérations, à la fois sur les matériels, aussi en dialogue avec les équipes, puisque le dialogue est une clé, et on le voit aujourd'hui, si on est tous là, c'est bien qu'on a envie de tous travailler ensemble, et tous les métiers, ce temps-là est un temps que nous devons payer. Nous vendons des heures. Les scénographes, les muséographes nous vendent des heures. Donc si ce temps-là n'est pas payé, eh bien à la fin du mois, c'est plus difficile de payer les salariés. Après, il y a les plannings. Les plannings doivent aussi être adaptés, puisque ce temps d'itération est plus long, et on s'aperçoit que si on ne prend pas ce temps-là, on ne peut pas y arriver. Donc le temps d'échange, il faut qu'il soit intégré dans les plannings. Aujourd'hui, beaucoup de projets dérapent, et les plannings n'en ont pas tenu compte au départ, et c'est nous qui payons les dérapages. Donc voilà, c'est un des points très très importants. Ensuite, il y a dans les clauses juridiques, il doit y avoir évidemment des choses qui doivent être révisées, dont on va parler dans ces mois qui viennent avec toutes les instances liées à cela, sur les droits d'auteur. Bien sûr, la réutilisation de scénographie partielle ou globale ou de matériel qui a été dessiné par d'autres, la diffusion de plans de matériel déjà fabriqué pour en fabriquer un peu plus par des auteurs, puisque vous savez qu'on est soumis aux droits d'auteur. Donc on ne peut pas donner nos plans comme ça à quelqu'un d'autre sans nous rémunérer ou au moins nous demander le droit. Et donc là, il y a des questions juridiques très importantes. On doit aussi faire en sorte que ces cahiers des charges ouvrent à des réponses innovantes. Là, je crois que le message est bien passé. On voit bien comment les commanditaires sont de plus en plus en attente quand on vous propose des innovations, et c'est très bien, mais il faut que ce soit aussi réglementé. Pas réglementé, pardon, au contraire que ça soit possible. Une chose très importante, c'est la production des contenus numériques. On s'aperçoit que quand elle est coupée en deux entre la conception d'un côté et puis d'autres entreprises font la réalisation, il y a une perte de travail, une perte d'énergie, une perte de tout ce qu'on veut, et il y a moins de cohérence du projet. Donc on pense que là, pour ce qui est production des contenus multimédia, il faut lancer en conception-réalisation dès la conception, avec la conception. Ça commence à émerger, à certains programmistes qui le proposent. On pense aussi que les spécificités techniques de conservation préventive des collections doivent être
stipulé dès le cahier des charges, avec les matériaux qui sont à la fois bons pour l'éco-conception, mais aussi bons pour la conservation des collections. Et enfin, le cahier des charges doit établir très clairement les critères de choix de l'entreprise en fonction de critères qui sont clairs et qui peuvent être, qui sont explicités et qui permettent à toutes les entreprises de répondre le plus près possible de la demande. Voilà. Je passe la parole au point 3. C'est qui le 3? C'est moi. Bonjour, Ludivine Nacher. Je suis architecte scénographe et membre de l'association Scénographe. Donc je vais vous parler du projet scénographique, la mise en forme, la mise en espace, mais aussi, désolée si vous ne m'entendez pas, mais aussi le moment de donner corps aux ambitions du programme. Donc il va y avoir différents allers-retours pendant les phases d'avant-projet, les phases de projet, entre les commanditaires et la maîtrise d'œuvre. Donc du côté commanditaire, on pense au catalogue qui soit mis à jour au fur et à mesure avec tous les éléments de mobilier scénographique, audiovisuel et lumière qui sont existants et réemployables. Donc hier, on a fait un atelier au sein du stand XPO où justement Anaïs Reynaud du Musée des Arts et Métiers nous a dit qu'ils avaient déjà en place un catalogue qui est sous forme PowerPoint. Donc c'était un très bon exemple de quelque chose qui est déjà en place et qui est possible. Et en fait, c'est quelque chose qui peut être fastidieux au tout début de mettre en place ce PowerPoint, mais finalement, maintenant, après chaque expo, c'est environ 1 heure de travail pour prendre les photos, les cotes, etc. Et 1 heure de travail pour remplir le PowerPoint, puis pour le donner à tous les concepteurs au moment de concevoir le projet. Dans la même verbe, la liste aussi identifiée et actualisée du réseau de prêt local, ce qui fait gagner du temps en fait à toutes les nouvelles équipes, du temps qu'elles peuvent réemployer plutôt sur des solutions de conception plutôt que de chercher les réseaux locaux. Et comme le disait Adeline, accorder le juste temps pour une conception qui soit aboutie et cohérente. Et qui évitera toutes les modifications aux phases suivantes. Donc du côté concepteur, nous préconisons plutôt de concevoir de manière frugale et qualitative. Ce sont pas deux choses qui s'opposent, au contraire. On peut faire mieux et plus avec moins. Donc moins de quantité de matériaux, couplé à une exigence en termes de qualité. Qualité de matériaux, donc comme vous le savez, biosourcés, recyclés, recyclables, mais aussi qualité d'assemblage qui permet une meilleure maintenance, un meilleur démontage et un meilleur réemploi. Et une modularité aussi, comme vous le savez. Quand on conçoit aussi avoir les dimensions standards des matériaux pour éviter les chutes, et en même temps les dimensions standards des solutions de transport pour être dans un dessin et une mise en place vertueuse dès les premières esquisses. Donc voilà, prévoir intégrer la maintenance et le démontage pour éviter de refaire des supports complètement à neuf s'ils sont abîmés. Je voulais finir sur un point qui me tient à cœur aussi, c'était de donner envie et de réenchanter. Parce que quand on parle d'éco-conception, c'est souvent quelque chose de pesant, quelque chose d'un peu compliqué. Et en fait, concevoir selon une approche esthétique qui soit innovante et inspirante, comme le disait Adeline, ça permet de rendre désirable et le projet et la démarche, et donc de continuer dans ce sens-là. Je vais laisser la parole à Michel pour la phase 4. Ça marche, ouais. Michel Prota, je suis le vice-président de l'association REF Muséo, qui est le rassemblement des entreprises de fabrication en muséo. Donc nous sommes en charge de la fabrication matérielle des expositions. Donc notre travail intervient directement derrière celui des scénographes à partir du DCE. Et en fait, quand on parle d'éco-conception, c'est vrai que le point fondamental, c'est la précision du DCE.
Donc, pour ça, il faut que les choses soient parfaitement décrites. Ça passe par le sourcing de l'existant, quand on parle de réutilisation. L'inventaire matériel du matériel existant et également du sourcing des matériaux pour ce qui va être de la fabrication. Alors nous, au sein de l'association, nous avons commencé à travailler sur une base de données des matériaux existants que l'on fait que l'on réalise sur la base des documents commerciaux de nos fournisseurs. Mais ce que l'on évoquait tout à l'heure, c'est que on a une limite, c'est que les informations dont on dispose sont des informations commerciales. Et ce que l'on aimerait, c'est pouvoir pousser la chose plus loin, c'est-à-dire au-delà de cet inventaire, de pouvoir qualifier ces matériaux en fonction de leur intérêt en termes d'éco-conception sur des critères qui sont objectifs. Donc ça, c'est une base de données que l'on aimerait bien faire avancer et qui sera de toute façon toujours en construction et qui devrait pouvoir être mise à disposition des concepteurs scénographes pour pouvoir concevoir sur des bonnes bases. Parce que ne serait-ce que le format des matériaux, si on n'en prend pas... si on n'en tient pas compte au moment de la conception et qu'on a 40% de chute matière simplement à la base au niveau de la fabrication, on part très mal. Le deuxième point sur lequel on doit être très attentif, c'est le respect des délais. Nous, en tant que fabricants, on a des process qui nous permettent de rationaliser notre production, de rationaliser l'utilisation des matières. Si on a des plannings qui ne sont pas respectés, forcément, on a une production qui est hachée, qui nous permet pas cette optimisation et on a énormément de chutes. Et ça veut dire des refabrications, ça veut dire des retransports, ça veut dire redéplacer à nouveau des équipes de pause. Et tout ça, c'est complètement antinomique d'une véritable éco-conception. Donc tous les efforts qui peuvent être faits en amont, s'ils ne se traduisent pas par un respect des phasages qui est cohérent, on arrive à une situation qui devient un non-sens intégral et qui pose des problèmes environnementaux parce qu'on a de la chute matière, des problèmes de transport. On peut parler aussi d'US, de RSE, parce que refaire des cartels la veille et demander à un gars de rester en heures supplémentaires, c'est pas forcément très respectueux d'un point de vue social. Voilà. Donc les deux piliers en fait en termes de fabrication pour être vraiment dans de l'éco-conception, pour nous c'est le bon sourcing des matières, leur optimisation et le respect des délais de façon à être dans des process qui sont rationnels. Et enfin, le dernier point, c'est les DOE qui sont extrêmement importants parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir une véritable traçabilité des éléments fabriqués avec tous les éléments techniques, mais aussi les PV-feux, tous les éléments qui vont permettre aux équipes qui vont prendre la suite de pouvoir travailler sur des bonnes bases, des bases rationnelles. Voilà, je passe la suite à la phase 5. C'est toi. Bah oui, c'est toi. Ah non, vous exagérez. On recoller les installations. Bon, excusez-moi. Je pensais que j'avais zappé ça. Non, mais ça va, je vais y arriver. Alors, l'installation des collections, c'est une phase extrêmement importante, puisque c'est le moment pendant lequel, une fois installées les infrastructures, donc les mobiliers scénographiques, les collections vont arriver dans l'espace. Les collections, mais aussi les contenus numériques, mais aussi des dispositifs de médiation, etc. Ce qu'on n'amène pas avant, parce que c'est encore poussiéreux, c'est encore en chantier, etc. Donc, ce moment-là, le musée est sous contrôle, réceptionné. Ça veut dire que c'est le maître d'ouvrage redevient propriétaire du lieu. Ce n'est plus les entreprises qui ont la responsabilité du chantier. Donc, le maître d'ouvrage sécurise l'espace et on organise l'installation, le transport et l'installation des collections.
Et également se font en parallèle l'installation des écrans multimédia, parce que ça n'aime pas la poussière, et des contenus multimédia. Et ce moment est très important parce que tout ce qu'on a dessiné pendant des années, j'espère qu'on va dans le futur dessiner un peu, ça prendra un peu moins longtemps de faire un musée qu'aujourd'hui, mais ce qu'on a dessiné pendant des années, ce temps qu'on a passé avec des conservateurs pendant des semaines et des semaines en itération pour adapter une collection qui est évidemment pléthorique à des espaces qui ne le sont pas, et ce temps merveilleux qui est d'échange, trouve sa cristallisation à ce moment-là, au moment où les collections arrivent. Et c'est à ce moment-là que les gens comprennent ce qu'on a imaginé comme scénographie, parce qu'avant, vous voyez des choses vides, des vitrines vides, ça n'a aucun sens. Le sens, c'est que les gens le comprennent quand l'installation se fait. Donc ce moment-là est très privilégié, très dynamique, très réjouissant pour tout le monde, et il est souvent pas prévu dans les marchés. Donc à ce temps-là, malheureusement, il peut prendre entre 15 jours et 4 mois en fonction de la taille du projet. Donc il est bien évident que des scénographes et les muséographes sont moins là à ce moment-là, ça dépend desquels, mais les scénographes ne peuvent pas mettre à disposition du personnel pendant 4 mois, toutes les semaines, sans qu'il y ait une rémunération qui corresponde. Donc, j'ai pas dit tout à l'heure, mais dans le cahier des charges, il faut pas oublier de valoriser le temps d'installation des collections. Et c'est également un temps de grande fragilité parce qu'il y a beaucoup de stress. Donc c'est un moment où avoir les scénographes sur place, c'est important parce que eux connaissent le projet par cœur. Ils ont dans la tête le plan depuis longtemps et ils ne sont pas surpris par ce qui arrive. Mais les gens qui ne savent pas lire des plans sont surpris par ce qui arrive. Ce qui arrive, c'est la construction. C'est des nouveaux espaces, ce sont des nouveaux outils. Il faut s'adapter à la manière dont ça s'ouvre, ça se ferme. Il faut se l'approprier. Et ce temps d'appropriation est un temps de grand stress. Et on en est même arrivé, nous, à la conclusion que parfois, sur des très gros projets, il fallait accompagner le personnel du musée, probablement non pas par des scénographes ou des équipes qui sont là parce que nous ne sommes pas des coachs, mais je pense personnellement qu'il y a des moments sur des grands projets, c'est bien de coacher l'équipe de manière à s'approprier, parce que sinon c'est nous qui prenons les coups, faut le dire, et on sert un peu de punching ball dans ces périodes-là. Voilà, donc c'est vraiment un temps de partage, un temps d'appropriation, c'est comme quand vous déménagez. Quand vous déménagez, il y a un moment de stress, même si c'est joyeux. Voilà, ce sont des périodes qu'il faut pas sous-estimer. Et c'est si ça se passe bien avec le personnel du musée, s'approprier bien le lieu, les espaces, la mécanique des choses, la technicité des choses, ils vont beaucoup mieux gérer le musée derrière. Voilà, donc je crois que c'est très vertueux que tout le monde ait son rôle à jouer et le joue parfaitement. Merci. Alors, je vais faire la dernière phase, la phase 6. Alors, vous aurez vu un peu déjà dans les différentes phases, les questions de temps et d'argent sont un peu inhérentes à toutes les phases. On le sait encore plus dans un contexte économique difficile et tendu, mais c'est vrai que ça traverse, on le retrouve à chaque point. Il y a beaucoup de points qui sont pas répétés et qui sont valables un peu pour toutes les phases, mais pour faire une lecture clair du document, on a évité de répéter parfois certains points qui pourraient être très bien dans d'autres phases, mais ils sont assez récurrents. En tout cas, ne vous contentez pas de vous dire que c'est que pour telle phase-là, mais parfois tous les points sont valables un peu pour toutes les phases, si vous trouvez que ça a du sens pour vous dans vos institutions. En tout cas, pour la fin du cycle, on se rend compte que c'est important aussi de rendre la démarche visible pour le public. Le spectateur est aussi sensible et il a aussi besoin de comprendre pourquoi vous avez fait certains choix. Donc vous pouvez aussi l'inclure aussi dans l'exposition et de consacrer aussi un panneau ou un espace pour expliquer votre démarche, expliquer pourquoi vous avez fait ces choix-là. Donc ça, c'est aussi important d'inclure le public dans la démarche du projet. Le scénographe est aussi aujourd'hui, depuis un décret de 2020, un artiste-auteur. Donc c'est important aussi à la fin de vie de comprendre et d'informer le créateur du déclassement de la scénographie et également, si on veut réemployer sa scénographie, de l'informer en priorité, au moins de lui demander l'autorisation ou de le rémunérer s'il y a besoin de le rémunérer, s'il y a réemploi ou s'il y a... En tout cas, le dialogue est important pour comprendre et le déclassement et son réemploi.
On constate aussi que, et c'est peut-être un des points qu'on n'a pas encore tous abordé, mais la notion de nouveaux métiers. Il y a peut-être des métiers qui manquent aujourd'hui dans l'éco-conception, et c'est aujourd'hui là où on le voit que parfois il faut faire des inventaires, de l'archivage. On fait souvent l'archivage des collections, mais l'archivage des éléments de scénographie, des éléments de muséographie sont aussi souvent délaissés. Donc c'est important aussi de prendre un temps d'archiver, de lister, qu'on puisse savoir connaître qu'est-ce qui existe aussi dans le stock, les éléments qu'on peut réemployer, quels qu'ils sont, quel format ils font. Et c'est là aussi où les DOE qui ont été évoqués permettent aussi d'avoir une traçabilité des éléments qui ont été construits. Donc ça, c'est aussi voilà, des éléments qui peuvent être abordés à la fin du cycle de vie. Peut-être on répond à des questions s'il y a des questions par rapport aux points qui ont été évoqués. Oui, voilà, Laurence va conclure. On voulait vous inviter à une révolution méthodologique, mais on va pas avoir le temps. Donc, ça sera pour la prochaine fois. Ce qui est important pour nous de dire, c'est que ce manifeste, il a une introduction qui précise bien que c'est plus une invitation qu'un dogme. Là, c'est le début d'une conversation et on a besoin de tout le monde parce que chacun a des idées. C'est finalement beaucoup de bon sens. Les 50 points ne vous surprendront pas. Mais je pense que ce qui est intéressant dans ces 50 points, c'est de se les approprier, de les partager à des équipes et de les intégrer dans chacune de nos actions. Là, ce qui est important pour nous, c'est de vous passer la parole pour qu'il y ait une première discussion qui s'engage. On ne résoudra pas la question de l'éco-conception d'une expo en 20 minutes si on veut tenir l'heure de notre conférence. Mais en tout cas, le dialogue, c'est la base de l'éco-conception et l'énergie collective. Alors, il y a 2 personnes qui vont faire passer des micros. Est-ce que quelqu'un a une première question ? C'était trop clair. Mais non, mais c'est un début, on a dit. Oui, merci beaucoup pour toutes ces pistes. Il y a une question qui me vient à l'esprit, peut-être en amont de tout ça finalement, c'est la question de la durée de vie des expositions. Elle est souvent très courte, beaucoup trop courte. Elle est conditionnée par des aspects de communication, de prêt d'œuvre. Est-ce que vous avez pu amorcer des réflexions à ce sujet-là ? J'attends que le message s'achève, parce que je ne sais pas si vous m'entendrez bien du coup. Ce sujet-là, en fait, il nous concerne tous, mais ça revient un petit peu à ce que je disais en introduction sur la définition du projet. On le dit, je l'ai évoqué, mais je ne suis pas rentrée dans le détail des propositions de cette première phase. Se poser la question de la définition du projet, c'est de son sens par rapport effectivement au dialogue qu'on veut avoir avec son public et le rôle qu'on fait jouer à cette exposition dans ce dialogue avec le public. Donc il y a les durées, mais les durées elles sont impactées par plein d'éléments qui sont pas directement liés à notre exercice professionnel, à nous en tant que producteurs d'exposition. On hérite aussi de partis pris, de choix, d'éléments qui vont au-delà de ce que nous on peut impulser. Les éléments sur lesquels nous, par exemple, on peut agir, c'est d'apporter les bonnes conditions de conservation de certaines collections, parce que la question de la durée des expositions, c'est jouer aussi à la capacité de mettre en place les conditions favorables pour garantir une bonne conservation des collections sur des durées plus longues pour les collections les plus sensibles, par exemple, mais c'est pas que ça. Je pense qu'il y a un élément qui va au-delà de nous, nos propres compétences, et qui sont des éléments qui sont plutôt de l'ordre de l'institution et aussi du ministère, c'est la négociation et des prêteurs, c'est la négociation des assurances. Ça nous dépasse. Ça rentre pas dans malheureusement la façon dont nous on peut impulser. Donc il y a ces questions-là qui sont
justement à intégrer dans cette démarche. C'est pour ça qu'on dit que cette réflexion, il faut qu'on la mène collectivement tous ensemble. Il y a tout un pan que nous on peut accompagner, pour lequel on peut collectivement apporter des solutions. Mais sur certains aspects, ça dépend aussi d'autres faisceaux. Après, sur le concept de l'exposition, ça a été dit, je ne sais plus si c'est par Adeline ou Ludivine, mais effectivement, l'exposition aujourd'hui, elle est re-questionnée. Est-ce qu'on parle d'exposition permanente, d'évolutivité, des recyclages, par exemple sur les durées de 8 ans, de 5 ans? Du coup, est-ce que la notion d'exposition permanente a encore un fondement? C'est des choses qui s'accompagnent, et c'est la raison pour laquelle se manifeste et l'approche de l'éco-conception qu'on a eue collectivement, c'est pas uniquement se positionner par rapport à l'exposition temporaire, mais intégrer cette dynamique dans la conception des expositions qui sont encore appelées permanentes, même s'il y a une semi-permanence qui se met de plus en plus en place. J'espère avoir répondu, vous me direz si c'est incomplet. Sur devant. Bon, je pose toujours des questions qui fâchent, donc je vais continuer. Est-ce que le recyclage, on va dire, récurrent des expositions, on ne risque pas à terme d'avoir une forme d'uniformité? Parce que d'un côté, soit on reprend les mêmes objets et effectivement c'est le top du recyclage, soit on les transforme énormément et du coup on va perdre ce gain d'éco-conception qu'on souhaitait au départ. Où mettre le curseur? Voilà. Oui, c'est une question intéressante. C'est la question de la diversité, de la variation, de la créativité. Moi, je pense que l'économie de moyens, puisque finalement il s'agit de ça, hein, l'économie de moyens, elle est toujours stimulante pour la créativité. En fait, on s'aperçoit que les périodes de grande crise ont été très créatives. Et je fais assez confiance à tous les créateurs qui sont dans ces métiers-là et tout le monde est créateur, hein, dans l'occurrence. C'est pas des créateurs. On est tous créatifs pour inventer des solutions, pour innover à partir de toujours les mêmes objets. On fait quand même des expositions depuis pas des millénaires, mais quasiment avec des vitrines. Hein. Et la vitrine, Dieu sait si les fabricants de vitrines, ils arrivent malgré tout vous fourguer des nouvelles vitrines qui sont beaucoup plus complexes qu'avant, différentes, etc. Donc il y a bien toujours un peu les mêmes fondements, des cimaises, des vitrines, etc. On arrive à créer des nouvelles expos. Donc je pense que je suis pas trop inquiète, mais je pense qu'il faut vraiment s'approprier cette question-là bien, c'est-à-dire que ce que disait quelqu'un tout à l'heure, c'est que l'éco-conception n'est pas restrictive, n'est pas une punition, il faut la réenchanter. Et il ne faut pas oublier que l'esprit humain est capable d'inventer des nouvelles formes, même à partir des mêmes 3 bouts de bois et 4 vis. Bonjour, merci beaucoup. En architecture, ou en tout cas dans un projet d'archi, il peut y avoir une phase de curage à la fin d'un bâtiment quand on fait une réhabilitation. Et du coup, pour une question pratico-pratique, à la fin d'une expo, comment ça se passerait? Quelqu'un viendrait faire un état des lieux des cimaises, des vitrines, tout ça. On les stockerait? Qui les stocke? Les institutions? Comment ça se passe, quoi? Alors merci pour cette question. Effectivement, le bâtiment est assez en avance sur ce sujet. Aujourd'hui, il n'y a pas de curage dans les expositions. Il y a des entreprises comme Plint, comme nous, on intervient assez tôt dans les processus d'exposition. Et en fait, une fois que l'exposition est montée, on vient inventorier, catégoriser et on récupère. Nous, on n'a pas de stockage, mais on travaille en flux tendu. Et donc, on est en capacité de démonter l'exposition et de proposer les éléments de scénographie
à d'autres musées ou à d'autres personnes qui le font. Aujourd'hui, vous avez aussi les recycleries. Enfin, il y a de plus en plus d'acteurs, mais il n'y a pas encore on va dire, de système de curage spécifique à l'exposition. Mais c'est un des enjeux aussi de l'éco-conception, bien sûr. On est en train de curer le salon. Il y a un papier qui circule pour noter vos adresses. C'est très important pour nous de rester en contact avec vous si vous voulez rester en contact avec nous. On organisera la suite de la conversation et on est sûr qu'elle sera fructueuse et généreuse et partageuse et joyeuse. Merci à tous.